Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu le rire de mon mari, un rire cristallin, comme le tintement d'un verre de champagne brisé contre les pavés de Paris. J'étais morte, étouffée dans l'ombre d'une ruelle près de la Seine, par la main de celui que j'aimais, pour un secret qu'il avait juré de garder enfoui. Et pourtant, en un battement de cœur impossible, mes yeux s'ouvrirent sur le matin du 15 juin 2023, dans mon appartement du Marais, avant que tout ne bascule aux vivantes, respirantes, et consumée par une soif de vengeance qui me consumait plus que la lame elle-même. Mon nom est Élise Moreau, et dans cette vie volée, je n'étais plus la femme naïve qui avait tout sacrifié pour un amour empoisonné. Non, j'étais un fantôme revenu des abysses, armé d'une mémoire impitoyable et d'un plan qui ferait trembler les fondations de la haute société parisienne. Paris s'éveillait sous un ciel plombé, ce 15 juin 2023, comme si la ville elle-même pressentait le chaos que j'allais déchaîner. J'ouvris les yeux dans mon lit king size, les draps de soie blanche collés à ma peau moite de sueur froide. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre, et pour un instant, je crus que c'était le sang, mon propre sang qui pulsait encore dans mes veines ouvertes. Mais non, j'étais entière. Mes doigts effleurèrent ma gorge intacte, là où, dans ma précédente existence, la lame froide de Victor avait tracé une ligne rouge irrégulière, me vidant de ma vie en quelques gargouillis pathétiques. Victor. Mon mari. L'homme que j'avais rencontré 10 ans plus tôt lors d'une vernissage au Louvre, sous les regards admiratifs des critiques d'art. Il était charmant, avec ses yeux verts perçants et son accent provençal qui masquait si bien la noirceur de son âme. Architecte en vogue, il gravissait les échelons de l'élite parisienne, et moi, Élise, conservatrice au musée d'Orsay, je l'avais suivi aveuglément, abandonnant mes ambitions pour le soutenir. J'avais porté ses secrets comme un fardeau invisible, ses liaisons discrètes avec des mécènes fortunés, ses magouilles pour décrocher des contrats juteux en falsifiant des plans patrimoniaux. Mais le pire, le crime qui m'avait coûté la vie, c'était le nôtre, un enfant, avorté en secret 18 mois plus tôt, après qu'il m'eût convaincu que ma carrière naissante ne tolérait pas de distraction. J'avais pleuré des nuits entières, mais il m'avait bercé de promesses, un jour, Élise, nous aurons tout. Mais pas maintenant. Maintenant. Le mot résonnait comme un glas. Dans ma vie passée, ce maintenant avait culminé lors d'une soirée au Fouquet's, où Victor, ivre de pouvoir et de cognac, avait laissé échapper notre secret à son associé, un politicien renommé Laurent Duval. Duval, avec ses connexions au ministère de la Culture, avait vu là une opportunité, me faire chanter pour que je ferme les yeux sur un scandale impliquant des restaurations frauduleuses au musée. J'avais refusé, bien sûr. Naïf jusqu'au bout. Victor, pour protéger son empire naissant, m'avait suivi dans cette ruelle obscure après la fête, prétextant une réconciliation passionnée. « Je t'aime, Élise », avait-il murmuré, avant de planter le couteau, un geste si précis, si chirurgical, qu'il avait presque semblé accidentel. La police avait conclu à un vol à l'arraché par un migrant anonyme. Victor avait hérité de tout, mon appartement, mes économies, et une liberté pour poursuivre ses adultères et ses crimes. Mais pas cette fois. Cette fois, j'étais revenu, un phénix de chair et de bile, et Paris serait mon bûcher funéraire pour eux tous. Je me levai, les jambes tremblantes, et traversai le salon aux murs tapissés de livres d'art, des monnaies jaunies par le temps, des Baudelaire cornets. Le miroir de l'entrée me renvoya une image familière, cheveux châtains cascadant jusqu'aux épaules, yeux noisettes encore emplis de cette innocence que je comptais bien écorcher vive. J'enfilai une robe noire ajustée, celle que je portais ce soir fatidique, et sortis dans la rue des Rosiers, où l'odeur de croissants frais se mêlait à celle de l'urine des sans-abri. Le Marais bruissait déjà de vie, des touristes japonais photographiant les façades haussmanniennes, des hipsters sirotant leur café au lait chez un bobo branché. Mais pour moi, chaque pavé était une cicatrice, chaque ombre un rappel. Mon premier acte de vengeance fut anodin, presque poétique, j'appelai Victor. Son numéro n'avait pas changé, ou pourquoi l'aurait-il fait? Darling, où es-tu? La réunion avec Duval est dans 2 heures, ronronna-t-il d'une voix mielleuse, comme si rien n'avait jamais été brisé. Je rentre, mon amour. J'ai une surprise pour toi. Ma voix était calme, un lac gelé sous lequel bouillonnait la lave. Il rit, ce rire que je haïssais désormais plus que tout. Ne sois pas en retard. Et Élise? Porte cette robe noire. Tu sais, celle qui te fait ressembler à une veuve vénéneuse. Vénéneuse. L'ironie me fit sourire, un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Je raccrochai et hélai un taxi pour le 7e arrondissement, où se tenait le bureau de Victor, un loft moderniste perché sur les toits avec vue sur la tour Eiffel. En chemin, je repensai à Duval, un homme de 60 ans,
bedonnant, avec une moustache ridicule et un goût prononcé pour les jeunes stagiaires. Dans ma vie passée, il avait été le catalyseur. Non seulement il avait tenté de me ruiner, mais c'était lui qui avait fourni à Victor le couteau, au cas où. Un cadeau d'un voyage en Suisse, soi-disant pour découper du saucisson. J'avais vu la boîte, gravée d'un monogramme discret, LD. Le taxi me déposa devant l'immeuble de verre et d'acier. L'ascenseur, silencieux comme un confessionnal, me propulsa au 14e étage. Victor m'attendait dans son bureau, chemise ouverte sur un torse bronzé par des week-ends à Saint-Tropez. « Élise. Tu es radieuse. » Il s'approcha pour m'embrasser, mais je reculai d'un pas, feignant une migraine. « J'ai mal à la tête. » C'est le stress de cette réunion. Il haussa les épaules, inconscient du piège qui se refermait. Duval est un requin, mais j'ai tout en main. Le contrat pour la restauration de Notre-Dame post-incendie? C'est dans la poche. Et toi, ma muse, tu vas nous ouvrir les portes du musée. La restauration de Notre-Dame. Le scandale que j'avais étouffé par amour, en falsifiant des rapports sur des matériaux bon marché vendus comme haut de gamme. Des millions d'euros détournés, des artisans ruinés. Dans ma vie passée, j'avais porté cette culpabilité comme un suaire, me convainquant que c'était pour notre avenir. Mais maintenant? C'était mon arme. La réunion eut lieu dans la salle vitrée, avec vue sur les Invalides. Duval arriva en retard, escorté d'une assistante filiforme prénommée Camille, 22 ans, des yeux de biche, et une jupe trop courte pour être professionnelle. « Élise, ma chère. » Toujours aussi délicate, lança Duval en m'embrassant les joues, son haleine chargée de pastis. Victor nous servit du café, et la discussion dévia vite vers l'essentiel, comment contourner les inspections pour gonfler les factures. « Votre expertise, Élise, est cruciale, » insista Duval, ses doigts boudinés effleurant mon bras. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme, mais intérieurement, je cataloguais chaque détail, les dates des paiements occultes, les noms des sous-traitants corrompus, le compte offshore aux Caïmans où l'argent atterrissait. À la fin, alors que Duval et Camille quittaient la pièce, je restai seul avec Victor. « Tu as été parfaite, » murmura-t-il en m'attirant contre lui. Ses lèvres sur les miennes étaient un poison familier. Mais cette fois, je répondis au baiser, mes ongles s'enfonçant légèrement dans son dos un avant-goût. « Et si on dînait ce soir ? » Chez nous, pour fêter ça. Il acquiesça, les yeux brillants d'un désir que je comptais bien éteindre. Ce soir-là, dans notre appartement, je cuisinais un coq au vin, sa recette préférée, imprégnée de mon sang imaginaire. Pendant qu'il mangeait, je glissais une question anodine, et si quelqu'un découvrait tout? Notre petit secret sur l'avortement. Il pâlit imperceptiblement, mais rit. Personne ne saura. Duval est muet comme une tombe. Oh, comme il se trompait. Les jours suivants furent une danse macabre. Je jouais mon rôle à la perfection, l'épouse dévouée, la complice idéale. Mais la nuit, seul dans la salle de bain, je notais tout dans un carnet caché sous une latte du parquet ou des preuves accumulées comme des os dans une fosse commune. J'appelai un avocat anonyme, une femme nommée Sophie Laurent, spécialisée dans les divorces ou le des élites. Je veux un dossier étanche, lui dis-je au téléphone, ma voix masquée par un filtre. Elle accepta, contre une avance en bitcoin. La première fissure apparut lors d'une réception au centre Pompidou. Duval, éméché, coinça Camille contre un mur. Je le vis de loin, ses mains baladeuses, ses murmures insistants. Elle se débattit, mais il ricana, « Tu es là pour ça, ma petite. » Victor, à mes côtés, haussa les épaules. Les hommes comme lui ont besoin d'eux. Décompresser. C'est là que je décidai, Duval serait le premier à tomber. Pas par la mort trop facile, trop clément. Non, par l'humiliation publique, par la ruine qui ronge l'âme plus sûrement qu'un poignard. J'envoyai l'email anonyme à un journaliste du Monde, des photos volées de Duval avec Camille, juxtaposées à des extraits de contrats frauduleux. Le ministre fantôme, corruption et harcèlement au cœur de la culture française. Le lendemain, les gros titres éclatèrent comme une bombe. Duval fut suspendu, sa femme le quitta en emportant la moitié de ses biens. Victor paniqua, me serrant dans ses bras, « Comment est-ce possible ? Élise, tu crois que c'est lié à nous ?» Je feignis l'effroi, mais intérieurement, je savourais un domino de moins. Pourtant, la trahison était plus profonde. Dans ma mémoire ressuscitée, je revoyais Victor non seulement comme le tueur, mais comme l'architecte d'une toile d'araignée plus vaste.
Il avait un frère, un jumeau maléfique nommé Julien, galeriste à Montmartre, qui blanchissait l'argent des fraudes via des ventes d'art fictives. Julien savait pour l'avortement, il avait même suggéré la solution lors d'un dîner familial, un verre de Bordeaux à la main, les enfants compliquent tout, frangin. Et il y avait Émilie, ma meilleure amie, conservatrice rivale au musée, qui avait couché avec Victor des mois avant ma mort, et qui m'avait poussé à taire le scandale en échange de sa promotion. La vengeance exigeait de la précision, comme un tableau de Delacroix, chaque coup de pinceau calculé. Je commençai par Émilie. Une invitation à un apéritif au Procope, le café historique où Voltaire s'était enivré. J'ai besoin de conseils, ma chérie, minot des jeux. Elle vint, rayonnante dans sa jupe crayon, ignorant que je portais un micro dissimulé dans mon collier. Nos verres de kir tintèrent, et je la laissai parler, des ragots sur Duval, sur les faiblesses de Victor. Il est si passionné, tu sais, glissa-t-elle, les joues rosies. J'enregistrai tout, et l'envoyai à son supérieur avec une note, l'intégrité avant tout. Émilie fut rétrogradée le lendemain, son ascension brisée net. Elle m'appela en pleurs, « Élise, qu'est-ce qui se passe ? C'est toi. » Je raccrochai, le cœur serré non par culpabilité, mais par le souvenir de ses sourires faux lors de mon enterrement fictif. Victor, sentant le vent tourner, devint paranoïaque. « Quelqu'un nous traque » marmonna-t-il un soir, en vidant une bouteille de Château Margaux. Je le berçai, mes doigts caressant ses cheveux, « C'est fini, mon amour. Nous sommes intouchables. » Mais dans l'ombre, je contactai Julien. Un rendez-vous fin dans sa galerie, sous prétexte d'une expertise pour un faux Picasso. Il mordit à l'hameçon, ses yeux porcins luisant d'avidité. « Élise, ma belle-sœur. Victor m'a dit que tu étais fragile ces temps-ci. » Fragile. Le mot me fit bouillir. Durant l'inspection, je découvris les irrégularités, des certificats falsifiés, des transferts bancaires suspects. Un appel anonyme à la brigade financière, et boum aux perquisitions matinales, Julien me notait devant ses clients ébahis. « C'est une erreur. »« Victor, dealer » hurla-t-il au téléphone, mais Victor, terrifié, coupa la communication. Maintenant, il ne restait que lui. Mon mari, mon bourreau. La tension montait comme une symphonie de malheur, dissonante et inéluctable. Je préparais le terrain, un divorce en embuscade, avec Sophie Laurent comme alliée. Mais avant, un dernier acte controversé, immoral, un pas dans l'abîme qui me hanterait peut-être. J'invitai Victor à une escapade à Versailles, sous les allées bordées de statues décapitées. Là, dans les jardins où Louis XIV avait dansé sa tyrannie, je lui avouerai tout. Ou presque. Les fontaines de Versailles chantaient leur hymne aquatique éternel, masquant à peine le battement frénétique de mon pouls. Victor marchait à mes côtés, sa main possessive sur ma taille, inconscient que chaque pas nous menait plus près du précipice. « C'est parfait ici, n'est-ce pas ? » Comme au début, murmura-t-il, évoquant notre lune de miel, 7 ans plus tôt, quand l'amour était encore pur ou du moins, je le croyais. Les parterres de fleurs, taillés avec une précision maniaque, me rappelaient les mensonges impeccables qu'il avait tissés autour de nous, des voyages financés par des pots de vin, des bijoux offerts avec l'argent de mes heures supplémentaires non payées. Nous nous assîmes sur un banc de pierre près du grand canal, où des cygnes glissaient comme des spectres blancs. Le soleil de juin filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres tachetées sur son visage, des ombres qui, dans ma mémoire, s'allongeaient jusqu'à la ruelle fatale. « Victor, commençai-je d'une voix douce, presque brisée, il faut que nous parlions. » Il se tourna vers moi, un sourcil arqué, ce tic qu'il avait quand il flairait le danger. « Qu'y a-t-il, Élise ? Encore ces migraines ? Ou c'est Duval qui te hante ? » Je sortis une enveloppe de mon sac ou des photocopies des rapports falsifiés pour Notre-Dame, annotées de ma main. Ceci. Et tout le reste. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en une fente calculatrice. Où as-tu trouvé ça ? Élise, c'était pour nous. Pour notre futur. Il tendit la main pour les arracher, mais je reculai, les serrant contre ma poitrine comme un bouclier. Notre futur ? Tu parles d'un futur où tu m'égorges dans une impasse pour couvrir tes traces. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le cri lointain d'un paon. Son visage se décomposa d'abord incrédulité, puis rage pure. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu délires, ma pauvre chérie. Viens, rentrons. » Il se leva, m'attrapant le bras avec une force qui me rappela la poigne mortelle de cette nuit-là.
Mais j'étais préparé, un petit pistolet de signalisation, acheté légalement en ligne, dissimulé dans ma poche. Pas pour tuer ou non, la mort était trop miséricordieuse mais pour alerter. Un coup de feu factice, et les gardes du parc accoururent, alertés par le bruit. Elle est hystérique. Elle invente des choses, hurla Victor tandis qu'on nous séparait. La police arriva vite, Versailles n'était pas une ruelle anonyme. Je pleurais, théâtral, racontant une crise due au stress, mais glissant subtilement les documents dans la main d'un officier. Vérifiez, s'il vous plaît. C'est plus grave que vous ne pensez. Victor fut emmené pour calmer le jeu, et moi, je rentrai seul en train, le cœur gonflé d'une joie amère. De retour à Paris, l'appartement me sembla un mausolée. Je fouillai ses tiroirs, trouvant ce que je cherchais, le couteau suisse, encore dans sa boîte, taché d'un brin suspect que les experts confirmeraient comme mon sang d'une autre vie. Je le photographiai, l'envoyai à Sophie Laurent. Ajoutez ça au dossier. Et préparer les papiers de divorce. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos contrôlé. Victor revint, penaud, avec des fleurs et des excuses, je suis désolé, Élise. Le stress. Duval, Julien. Tout s'effondre. Effectivement, les perquisitions se multipliaient, les journaux titraient sur le réseau Moreau-Duval, et notre cercle social se rétrécissait comme une peau de chagrin. Émilie m'évita, Julien fut inculpé pour blanchiment, et Duval, en tôle provisoire, tenta un suicide raté avec des draps de prison pathétiques. Mais la trahison avait des racines plus profondes, enfouies comme les catacombes sous la ville. Dans ma vie passée, j'avais découvert, trop tard, que Victor n'était pas seulement un opportuniste, il était impliqué dans un trafic plus sombre. Des artefacts volés du Moyen-Orient, revendus via Julien à des collectionneurs privés. J'avais surpris une conversation, un soir, avec un contact qatari, le vase assyrien arrive demain. Élise ne soupçonne rien, elle est si malléable. Malléable. Le mot m'avait rongé, et c'est ce qui avait scellé mon sort, j'avais menacé de tout révéler à Interpol. Maintenant, revenu, je creusais. Un soir, seul, je piratais son ordinateur, un mot de passe idiot, notre date d'anniversaire. Des emails codés, des virements vers Dubaï. Et là, le twist qui me noue à l'estomac, l'avortement n'avait pas été un accident de timing. Victor l'avait orchestré, payant un médecin complice pour exagérer les risques, me poussant à la décision. Pas d'héritier pour compliquer les choses, avait-il écrit à Julien. Pas d'héritier. Notre enfant ou une fille, m'avait dit l'échographie volée ou n'avait été qu'un obstacle. La rage me submergea, un tsunami qui balaya toute pitié résiduelle. Mes décisions devinrent controversées, borderline illégales, je contactai un hacker freelance sur le dark web, un certain Fantôme, pour infiltrer les comptes de Victor. Ruinhim, tapé jeu en anglais, avec une avance en crypto. Fantôme livra, des faux transferts qui firent sonner les alarmes anti-blanchiment, des deepfakes de Victor en train de négocier avec des terroristes, rien de réel, mais assez pour alerter la DGSI. Victor craqua lors d'un dîner tendu au train bleu, la brasserie ornée de la gare de Lyon. C'est toi, n'est-ce pas? Derrière tout ça, explosa-t-il, renversant son assiette d'escargot. Les dîneurs se turent, les serveurs figés. Je souris, un sourire de gorgone. Moi? Comment pourrais-je, Victor? Je suis juste ta femme, brisée par tes secrets. Il blêmit, réalisant que le piège était total. L'avortement. Je l'ai fait pour nous protéger. Tu ne comprends pas le trafic, les risques? Le trafic. Il l'avoua là, en public, micro caché dans mon sac capturant chaque syllabe. Le lendemain, Interpol frappa, descente dans notre appartement, fouille de la galerie de Julien. Victor fut arrêté pour recel d'antiquités volées, complicité de meurtre présumé au car le couteau, analysé, portait des traces ADN non identifiées, mais compatibles avec une disparition récente d'un rival. Libéré, je divorçai en un clin d'œil, Sophie Laurent orchestrant le carnage financier. Il ne resta rien, l'appartement vendu, les comptes gelés. Victor, en cellule, m'écrivit une lettre, tu es un monstre, Élise. Comment as-tu su? Je brûlai la lettre dans l'évier, riant pour la première fois depuis ma résurrection. Mais la vengeance n'était pas achevée. Il y avait Camille, l'assistante de Duval, qui avait su pour le trafic et s'était tue en échange d'une promotion. Et Sophie, mon avocate? Était-elle vraiment de mon côté, ou flairait-elle un profit plus grand? Les ombres de Paris s'allongeaient,
et je sentais que mon propre secret, cette résurrection impossible, pourrait bien me consumer. La nuit parisienne est un voile de velours noir, piqué d'étoiles artificielles, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil moqueur. Je marchais le long des quais de Seine, l'eau noire léchant les berges comme une langue avide, et pour la première fois depuis ma renaissance, je me sentis seul. Victor était derrière les barreaux de la santé, son empire réduit à des factures impayées et des amis qui avaient fui plus vite que des rats d'égout. Mais la victoire avait un goût acre, celui du vide. Qui étais-je sans lui? Une coquille vengeresse, hantée par l'écho d'un cœur qui n'avait jamais battu. Camille fut ma prochaine proie, non par haine pure, mais par une justice tordue, controversée même à mes yeux. Elle avait 22 ans, fraîche et moulue de la Sorbonne, et avait troqué son silence contre un bureau vitré et un amant puissant. Je l'approchai lors d'une expo au Grand Palais, feignant la compassion, ma pauvre, avec tout ce scandale. Victor m'a tout pris. Elle mordit, les larmes aux yeux, c'était horrible, Madame Moreau. Duval. Il me forçait, et Victor savait. Nous prîmes un thé au Ritz, et là, sous le cristal des lustres, elle déballa tout, les nuits où Victor l'avait emprunté à Duval, les photos compromettantes qu'il gardait comme assurance. Mais Camille avait son propre secret, elle était enceinte. De Duval, ou de Victor? Je ne sais pas, avoua-t-elle, les mains tremblantes sur sa tasse. Un enfant, encore un. Le destin se moquait-il de moi? Au lieu de la détruire, je fis quelque chose d'impensable, je l'aidai. Un chèque anonyme pour une clinique privée, des contacts pour un job loin de Paris au Lyon, peut-être, où les ombres sont moins longues. Fuis, petite. Et n'oublie pas, le silence est une prison. Elle partit, gratitude dans les yeux, et je me demandais si c'était clémence ou manipulation à un pion de plus dans mon échiquier. Sophie Laurent, en revanche, méritait moins de mansuétude. Mon avocate, une femme de 40 ans aux tailleurs impeccables et au sourire de requin, avait géré le divorce avec une efficacité glaçante. Mais en fouillant ses mails merci, fantôme, je découvris la trahison, elle vendait des infos à un tabloïd People, Élise Moreau, la veuve noire de Paris. Pire, elle avait contacté Victor en prison, offrant ses services pour un appel contre un témoin clé en moi. Je peux la faire taire, avait-elle écrit. Taise-moi. J'en ris, un rire hystérique dans le silence de l'appartement vidé. La confrontation eut lieu dans son cabinet du 8e, une tour de verre surplombant les Champs-Élysées. Sophie, ma chère, dis-je en entrant sans rendez-vous, un dossier sous le bras. Elle leva les yeux de son ordinateur, surprise mais composée. Élise? Tout est réglé, non? Victor paie. Je m'assis, croisant les jambes. Pas tout à fait. Vos petits arrangements avec la presse, par exemple. Son visage se figea, puis elle rit un rire forcé, comme un vin tourné. Des rumeurs. Vous êtes paranoïaque. Je posai le dossier, impression de mai, enregistrement de ses appels à la prison. Ou peut-être juste vengeresse. Elle pâlit, ses ongles s'enfonçant dans le bois du bureau. Qu'est-ce que vous voulez? La décision controversée vint là, pas la ruine, pas la mort. Non, quelque chose de plus intime, de plus français dans sa cruauté ou l'exposition publique de ses propres péchés. Sophie avait un amant marié, un juge influent, et un passé de plagiat dans sa thèse de droit. Tout cela, je l'avais, des lettres d'amour volées, des articles académiques annotés de rouge. J'enverrai ça à votre barreau, à votre mari pardon, à votre collègue et au Figaro, murmurai-je. À moins que vous ne m'aidiez à finir le travail. Elle accepta, les yeux emplis de haine, infiltrer les visiteurs de Victor en prison, glaner des confessions pour un dernier coup. Vous êtes diabolique, Élise. Non, répondis-je en me levant, je suis ressuscité. Le plan final se dessinait, un twist qui me entrait. Victor n'était pas le seul bourreau. Dans ma mémoire, juste avant le coup fatal, il avait murmuré, c'était pour elle, Élise. Pour maman. Sa mère, la comtesse de Saint-Germain, une veuve acariâtre qui régnait sur une fortune familiale issue de collaborations douteuses pendant la guerre des œuvres d'art nazi, blanchie à travers les générations. Elle haïssait les fissures dans la lignée, pas d'enfant illégitime, pas de scandale. C'est elle qui avait ordonné l'avortement, via un chèque à Victor. Nettoie ça, ou perds tout. La comtesse Éléonore de Saint-Germain vivait recluse dans un hôtel particulier du 16e, entourée de domestiques muets et de portraits ancestraux. J'y allai un après-midi pluvieux, sous prétexte d'une visite de courtoisie. Elle me reçut dans son salon Empire, perche sur un fauteuil à haut dossier,
un châle de cachemire sur les épaules frêles. Élise, ma chère. Victor m'a parlé de vos tourments. Ses yeux, d'un bleu glacial, me transpercèrent. Les tourments sont familiaux, madame, répondis-je, sortant une photo d'échographie, celle que j'avais volée dans les archives médicales. Elle ne s'y a pas un regret de jeunesse. Victor a bien fait. Bien fait? La rage remonta, un acide brûlant. Comme vous avez bien fait pendant la guerre? Vendant des juifs pour des tableaux? C'était le secret ultime, enfoui dans des lettres jaunies que j'avais trouvées dans le grenier familial lors d'une visite passée. Collaboration horizontale, pas seulement avec les occupants, mais active, des adresses données pour des faveurs artistiques. La France avait pardonné beaucoup post-1945, mais pas tout. Éléonore se leva, tremblante. Calomnie. Vous n'avez rien. Mais j'avais, des documents numérisés par Fantôme, prêts à être envoyés à un historien juif renommé, auteur d'un livre sur l'épuration manquée. Confessez-vous, ou Paris saura que la comtesse de Saint-Germain était une putain des nazis. Les mots étaient crus, controversés, un pas trop loin même pour moi. Elle s'effondra, pleurant pour la première fois des larmes de crocodile, peut-être, mais réelles. Pardonnez-moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Survivre. Le mot résonna comme un écho de ma propre mort. Je partis sans un mot, laissant la photo sur la table. Le lendemain, elle fit une overdose de laudanum, un suicide élégant, à la Victor Hugo. Les journaux parlèrent d'une dame affaiblie par le chagrin, mais les cercles juifs murmurèrent, et la fortune familiale fut gelée par des réclamations d'héritiers spoliés. Victor, apprenant la nouvelle en prison, tenta de me contacter via Sophie. « Tu as tué ma mère » hurla-t-il au parloir, sa voix craquelait par le téléphone. « Non » répondis-je calmement, « tu l'as tué le jour où tu m'as tué. » C'était le climax, il avoua tout, enregistré par Sophie, le couteau, l'avortement forcé, le trafic. Les charges s'alourdirent, meurtre au premier degré. Pourtant, au milieu de ce triomphe, le doute s'insinua. Étais-je meilleur qu'eux? Mes actes hack, chantage, manipulation avaient-ils sali l'âme que j'avais récupérée? Paris, avec ses boulevards haussmanniens impeccables cachant des bidonvilles souterrains, semblait me juger, un corbeau parmi les pigeons. L'été 2023 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les secrets cuisaient à feu lent. J'avais vendu l'appartement du Marais pour une somme modeste assez pour recommencer, pas pour oublier, et m'étais installé dans un studio modeste à Belleville, quartier des immigrés et des artistes fauchés. Loin des dorures du 7e, ici les odeurs d'épices maghrébines se mêlaient aux graffitis anarchistes, un rappel que la vengeance, comme la ville, avait ses strates, le visible glamour, l'invisible pourrissant. Victor fut jugé au palais de justice de l'île de la Cité, un bâtiment gothique qui semblait suinter l'histoire, celle des procès Dreyfus, des sorcières de jadis. Je témoignais, vêtu d'un tailleur gris anonyme, ma voix ferme comme l'acier, il m'a poignardé, messieurs, pour un secret que nous portions à deux. Mais c'était calculé, froid. Les jurés, des Parisiens ordinaires, un boulanger, une professeure, un chauffeur de taxi me fixèrent, incrédules. Comment une femme si composée pouvait-elle décrire sa propre mort? Victor, en costume froissé, hurla, elle ment. C'est une folle, une possédée. Mais les preuves s'empilaient, le couteau, les ADN fantômes, les confessions enregistrées. Le twist survint lors de l'appel à témoins. Émilie, rétrogradée mais pas brisée, apparut au nom pour le défendre, mais pour achever. Victor m'a forcé à mentir sur les contrats, déclara-t-elle, les yeux baissés. Et Élise. Elle savait, mais elle a payé. Le procureur fronça les sourcils, mais je souris intérieurement, mon pantin tirait ses ficelles. Julien, depuis sa cellule, envoya un témoignage écrit, « Mon frère est un monstre. » L'avortement, le meurtre au tout pour l'héritage. La salle bruissa, les flashs des photographes crépitant comme des coups de feu. La comtesse Éléonore hanta le procès comme un spectre, ses lettres, authentifiées, révélèrent non seulement sa collaboration, mais un legs codicile à Victor, si la lignée reste pure. Le juge, un homme austère aux lunettes cerclées d'or, secoua la tête, une famille empoisonnée par ses propres venins. Victor fut condamné à perpétuité, sans remise à un verdict rare en France, où la guillotine n'était plus, mais la prison à vie pesait comme une lame suspendue. Dehors, sous une pluie fine, les médias m'assaillirent, « Madame Moreau, comment avez-vous survécu ?» Survécu? Si seulement il savait.
Je murmurais des platitudes à la force des femmes et m'éclipsais vers le métro, où les rats couraient librement. Camille m'écrivit depuis Lyon, l'enfant est une fille. Je l'appelle Élise, en votre honneur. Un geste touchant, ou ironique? Je ne répondis pas. Mais la vengeance a un prix, et le mien se manifesta en cauchemar, des visions de la ruelle, du sang, mais inversé, c'est moi qui tenais le couteau, riant comme Victor. Étais-je devenu lui? Pire. Une décision finale, la plus controversée, me racheta peut-être, je contactai les familles des victimes du trafic. Des réfugiés syriens, dont les artefacts ancestraux avaient été volés pour financer des armes. L'argent de la vente ira à vous, annonçai-je lors d'une rencontre discrète dans une mosquée de Barbès. Ils pleurèrent, m'embrassèrent les mains, vous êtes un ange vengeur. Sophie, liée par notre pacte, trahie une dernière fois, elle tenta de me faire chanter avec des preuves de méac. Je garde ça, Élise, où on coule ensemble. Nous nous vîmes au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et de Chopin, un cimetière poétique pour un duel. Tu es faible, Sophie, dis-je, sortant un enregistreur. Ton plagiat, tes amours, tout est là. Elle s'effondra, suppliante, aidez-moi. Au lieu de la détruire, je lui offris un choix, démissionner, partir à la campagne, élever ses regrets loin des tours. Elle accepta, brisée mais vivante. Libéré de mes chaînes, je repris mon poste au musée d'Orsay réintégré comme une héroïne, la survivante du scandale. Mais les couloirs, autrefois familiers, me semblaient hantés, chaque tableau un miroir de mes péchés. Un Monet des nymphéas, flou et serein, me renvoyait mon visage tordu par la haine. Et si la résurrection n'était pas un don, mais une malédiction? Victor, en cellule, m'envoya une ultime lettre, reviens-moi. Nous recommençons. Je la déchirai, mais un doute persista, et si j'avais tout inventé? Une psychose post-traumatique, pas une renaissance? Le climax personnel vint lors d'une nuit d'orage, seul dans mon studio. Un coup à la porte, un détective privé, engagé par qui? Madame Moreau, des anomalies dans votre dossier médical. L'avortement. Il n'y a pas de traces. Et votre mort et des témoins disent que vous avez disparu avant le meurtre. Mon cœur s'arrêta. Était-ce Duval, libre sous caution? Ou pire, un écho de ma propre folie? Je le chassai, mais le doute s'enracina, peut-être n'étais-je pas revenu des morts, mais projeté dans un purgatoire de ma création. Pourtant, je choisis la lumière. Un matin, je visitais le lieu du crime, la ruelle près du pont des Arts. Des cadenas d'amoureux y pendaient encore, rouillés. Je gravai un nom sur un cadenas neuf, Liberté. Et je le jetai dans la Seine, avec mes chaînes. Automne 2023 enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous les pas comme des murmures de regret. J'avais reconstruit, pierre par pierre, un appartement cosy à Montmartre, près du Sacré-Cœur, où les artistes de rue peignaient des fresques éphémères sur les murs. Mon travail au musée fleurissait, une expo sur les femmes oubliées de l'impressionnisme, où je projetais ma propre ombre, résiliente, invisible, vengeresse. Mais les nuits étaient longues, hantées par des visions, le rire de Victor, le gargouillis de mon sang, le battement fantôme d'un cœur non né. Le twist final frappa comme un coup de théâtre de Molière, cruel, ironique, libérateur. Une lettre arriva, postée de la prison, pas de Victor, mais de Camille. Élise, l'enfant. Elle a tes yeux. Et un secret, lors de l'écho, le médecin a dit qu'il y avait 2 cœurs. Des jumelles. L'une a survécu, l'autre? Non. Mais toi, tu vis en elle. Des jumelles? Mon esprit vacilla. Dans ma vie passée, l'avortement avait été partiel, un sélectif tardif, forcé par les mensonges du médecin complice. J'avais porté 2 vies, et l'une avait été sacrifiée pour sauver l'autre, en secret. Victor l'avait su, et m'avait tué pour enterrer cette erreur. Je volais à Lyon, le train filant comme un express fantôme. Camille m'accueillit dans un petit appartement aux rideaux fleuris, l'enfant en ma nièce, ou plus. Dans les bras. Regarde, murmura-t-elle, me tendant le bébé, cheveux châtains naissants, yeux noisettes identiques aux miens. Un test ADN, discret, confirma, pas une coïncidence. L'embryon sauvé avait été implanté chez Camille par le médecin véreux, un marché tordu pour réparer le péché de Victor. Il voulait une héritière pure, avoua-t-elle. Mais j'ai fui pour toi. Le choc me terrassa, j'étais grand-mère, ou mère par procuration? La vengeance bouclait sa boucle non par la destruction, mais par la vie.
Je pleurais, pour la première fois depuis ma résurrection, des larmes salées de catharsis. Appelle la hope, dis-je. Espoir. Camille hocha la tête, et nous scellâmes un pacte, élever l'enfant loin des ombres parisiennes, peut-être en Provence, où les lavandes chassent les démons. De retour à Paris, je confrontai le médecin à un vieillard tremblant dans une clinique de Neuilly. Pourquoi, demandai-je, un scalpel factice à la main, pas pour blesser, mais pour intimider. Il s'effondra, Victor a payé. Pour la lignée. Je l'enregistrai, l'envoyai au procureur, une charge de plus contre l'Empire Moreau. Le médecin se suicida 2 jours plus tard, un flacon de poison à portée de main poétique, presque. Victor apprit la vérité lors d'une visite pénitentiaire. Je vins, par pitié ou curiosité, le trouvant amaigri, les yeux creux. L'enfant. Elle vit, balbutia-t-il à travers la vitre. Je hochai la tête, froide. Grâce à moi. Pas à toi. Il s'effondra, sanglotant, pardonne-moi, Élise. J'étais faible, dominé par maman. Faible. Le mot que j'avais utilisé pour excuser mes silences passés. Non, répondis-je. Tu étais un monstre. Et moi, je l'ai vaincu. Le procès s'acheva en apothéose, Victor, brisé, plaida coupable pour tout au meurtre, trafic, avortement forcé. La perpétuité devint irrévocable, et la fortune familiale, ce qu'il en restait, alla aux victimes, restitution d'artefacts, fonds pour les orphelins de guerre. Paris, dans ses journaux, me couronna la justicière du Marais, mais je savais la vérité, j'étais une survivante ambiguë, mes actes controversés au hack, chantage ou effleurant la loi comme un flirt dangereux. Le dénouement fut heureux, mais teinté de BKCH, je quittai le musée pour écrire un mémoire, Les ombres ressuscitées, un récit voilé de ma double vie, publié sous pseudonyme. Les critiques le saluèrent comme un thriller psychologique à la Modiano, hanté par les fantômes de la mémoire française. Camille et l'enfant vinrent s'installer près de moi, à Montmartre, où les vignes grimpent encore les collines. Aube grandit, riant aux éclats, ignorant les ténèbres qui l'avaient presque englouti. Pourtant, dans les moments calmes, face à la scène scintillante, je touchais ma gorge intacte, mais marquée d'une cicatrice invisible. La résurrection m'avait rendu la vie, mais à quel prix? Victor pourrissait en cellule, murmurant peut-être mon nom comme une prière maudite. Et moi? J'étais libre, mais éternellement vigilante, car à Paris, les trahisons renaissent avec le printemps.